Donc, bon, je reviens pas sur le titre un peu long et laborieux de la conférence, mais j'ai essayé d'expliquer ce dont j'allais parler. Et je commence tout de suite par la photo que j'avais choisie pour mettre sur l'affiche, que j'aime beaucoup, une photo. Bon, vous vous en doutez, on n'est absolument pas à Paris, hein, évidemment. On est quelque part dans la Chine orientale, on est près de Hangzhou, qui est la capitale du Zhejiang, qui est une province assez riche au sud de Shanghai. Et on est dans une ville nouvelle, hein, de la périphérie de Hangzhou, qui s'appelle Tianducheng, enfin peu importe. Et cette ville nouvelle, c'est un petit Paris, donc. Voilà. Donc c'est pas l'esplanade du Trocadéro, de toute façon il manque la Seine. Les immeubles haussmanniens sont pas tout à fait haussmanniens si on regarde dans le détail sur la hauteur du toit des murs, le nombre d'étages, etc., etc. Mais en gros, ça imite un peu quand même, hein. Enfin, ça donne l'impression de. Alors, c'est une ville nouvelle qui est une ville fantôme, en fait, aujourd'hui. Elle n'est pratiquement pas habitée. Il y a eu jusqu'à 3000 habitants, il y avait 10 000 logements. Mais c'est pas parce qu'elle imite Paris que c'est comme ça. C'est que ça déplaît aux gens, c'est parce qu'elles le sont toutes. Derrière, c'est d'autres villes nouvelles de tours, beaucoup plus classiques que ce qu'on construit en Chine. Elles sont vides aussi. Là, c'est la bulle immobilière chinoise. C'est absolument pas cette mise en scène qui a rebuté les éventuels acquéreurs ou locataires. Et aujourd'hui, elle sert essentiellement à ce qu'on voit, c'est-à-dire à faire des photos de mariage, hein, pour des couples qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller les faire à Paris. Donc, elles les font ici. Donc, c'est une ville qui est devenue un décor. C'est une ville qui était pensée comme un décor urbain au départ, et elle est devenue de fait un décor. On y fait des clips aussi, je crois, peut-être des films, je sais pas. Voilà. Mais on n'y vit pas. Enfin, il y a 2000 personnes qui y vivent. Hein, c'est grand, hein, c'est grand comme le centre de Bastia. Et c'est essentiellement un décor. Ce qui m'intéresse là, c'est que ce décor, il a deux éléments importants, deux éléments qui ont été considérés comme essentiels. C'est la référence à un patrimoine. Alors, c'est pas un patrimoine chinois, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça fait rien, c'est un patrimoine. On est dans un monde, donc le patrimoine, c'est un patrimoine monde. On n'a pas forcément des obligations d'avoir des ancrages locaux pour donner une référence. Donc, ça, c'est une référence de ville. C'est pas une référence de ville chinoise, mais c'est une référence de ville. Et puis, on a des espaces publics somptueux, jardins françaises, enfin plus ou moins françaises, ouais, enfin, bon, voilà, jets d'eau, colonnades, etc., etc., qui sont supposés être des espaces publics européens, parisiens même, en tout cas européens, et qui sont considérés plus ou moins comme l'archétype de l'espace public. La ville européenne du 19e est la référence de l'aménagement de l'espace public, la référence implicite. Aujourd'hui, dans un courant de pensée de la ville sur lequel je vais travailler donc pendant une heure. Alors, on va penser, c'est parce qu'on est en Chine, on aime bien les imitations, l'exotisme de pacotille, etc., etc. Donc, on va aller ici. Ici, on est beaucoup moins loin. On est à Val d'Europe. Hein, on est à une trentaine de kilomètres. Dans le plus grand centre commercial francilien, français et européen jusqu'à maintenant, hein, tant que Auchan n'a pas fait son truc dans le triangle de Gonesse. Hein. Et on est sur des galeries, hein, qui sont clairement copiées, c'est pas copié d'ailleurs, qui réfèrent explicitement, c'est pas un plagiat, c'est un hommage et une référence explicite. Au passage Brady ou autre, hein, les passages marchands de Paris, et avec une architecture métallique, structure métallique, qui fait ici directement référence à Eiffel. Dans d'autres parties du centre commercial, ça ressemble plutôt à des pavillons Baltard. Hein, d'ailleurs, ça s'appelle Eiffel, Baltard, etc. Dans le, enfin, allée Eiffel, allée Baltard, etc. Dans le centre commercial, c'est pas du tout un plagiat sournois. Hein, c'est vraiment une référence explicite. Et les allées du centre commercial se nomment aussi
l'allée du Paris des Terrasses, l'allée du Paris des Fontaines, et les rues à l'extérieur du centre commercial, on va le voir, se sont construites comme ça. Alors on est toujours dans le quartier de Val d'Europe, hein. Là, parce que Val d'Europe, c'est un immense centre commercial fermé, c'est un immense centre commercial ouvert, et c'est aussi quelques quartiers résidentiels. Donc on est ici sur une rue d'un des quartiers résidentiels. Là, la référence est moins nette, hein. On est éventuellement dans une petite rue, dans une rue d'une petite ville du sud de la France, mais on a des ardoises aussi, donc on trouble un peu le référentiel, hein. Mais clairement, on est dans une petite rue ancienne, d'une petite ville française, ici, ici dans l'Anjou, ici plutôt en Provence, mais bon, avec une rue centrale pavée, avec l'imitation de la rigole d'écoulement de la rue, et avec un mobilier urbain très classique, très abondant, très soigné et très classique, les bancs en bois, comme ça, les réverbères en fer forgé, etc., etc. On a recréé, non pas alors là une référence précise, Paris, machin ou autre, mais on a recréé un espace référencé comme celui d'une ville qui a une histoire, qui a un ancrage, etc., etc. Toujours Val d'Europe, un hôtel, parce que Val d'Europe, c'est aussi beaucoup d'hôtels, puisque c'est à 2 kilomètres de Euro Disney, hein. Donc c'est aussi beaucoup d'hôtels, un hôtel dans une rue qui là aussi est une référence tout à fait claire à l'architecture haussmannienne. Référence, hein, il y a la pierre de taille en façade, il y a les balcons aux étages nobles, etc., etc. Même si le jeu des étages n'est pas juste. Hein, on n'a pas le balcon du cinquième, les chambres de bonne du sixième, le balcon du second, etc., etc. Mais on a ce dispositif qui est très clairement, explicitement une référence. Euh, Toujours Val d'Europe, la place principale de Val d'Europe s'appelle place de Toscane. Hein, on change de référence, il n'y a pas que les Chinois qui vont prendre des références ailleurs. On change de référence. Safayen, c'est une mémoire monde, encore une fois. Donc, on a la mémoire du Paris haussmannien, mais on a la mémoire d'une ville de Toscane, aussi bien. Donc, la place principale, c'est l'entrée principale du centre commercial qui est au fond. Et la place principale, c'est une copie à peu près fidèle, à cela près qu'à l'entrée du centre commercial, d'une vraie place qui existe, hein, de la Piazza dell'Anfiteatro à Lucca. Alors, on a le dispositif en amphithéâtre, les maisons qui pastichent pas directement, il n'y a pas d'enduit coloré, etc., bon, mais qui pourraient passer. La forme d'ensemble, la fontaine au centre. Hein, on est sur une place du 16e en Toscane et qui s'appelle place de Toscane. Voilà. Et autour de laquelle se distribuent des ensembles résidentiels, qui est une place évidemment à vocation essentiellement ludique, hein, une terrasse de bistrot, etc., et qui est un autre élément du, disons, de la ville nouvelle qui est Val d'Europe, parce que c'est plus qu'un centre commercial, il y a plusieurs milliers d'habitants, il y a des entreprises, etc., etc. Ça, c'est une photo d'ensemble. Ça replace ce qu'on a vu, c'est là-dedans. Donc, en fait, autour, il y a quoi? Il y a les champs, on est dans la brie, hein. Il y a des champs, il y a des plans d'eau, etc., parce qu'il y a la régulation de l'eau pour alimenter Euro Disney. On voit la place de Toscane, hein, bien. Le quartier où on s'était promené au début, les coins pseudo-haussmanniens, ici, et le centre commercial, qui est absolument énorme, hein, sans compter les parties ouvertes, ici, avec les verrières. Et structurellement, c'est un centre commercial lambda, quoi. Il est très grand, mais c'est tout. Structurellement, vu comme ça, c'est un centre commercial lambda, paumé au milieu de périurbain n'importe où. Pas n'importe où, il est près d'Euro Disney, mais je veux dire, il n'est pas urbain, voilà. Il est au milieu
d'un espace à dominante rurale et périurbaine. Il ressemble à n'importe quel centre commercial, il est plus grand, donc il y a évidemment des hectares et des hectares de parking. Donc on arrive en bagnole par l'autoroute, on gare sa voiture et on se retrouve place de l'amphithéâtre à Lucca. Voilà. C'est une façon que je trouve tout à fait intéressante de montrer à quel point aujourd'hui la production de l'urbain fait référence, même dans ce qu'elle a de plus non directement urbain, fait référence à toute une série d'images, toute une série de référents mémoriels, patrimoniaux, et soigne ce qui est considéré comme ayant été endommagé par l'urbanisme fonctionnaliste, moderniste, etc., c'est-à-dire les espaces publics. Une belle place, qu'est-ce qu'on peut faire de plus espace public dans tous les sens du terme qu'une place de la Renaissance italienne, à moins d'imaginer, mais personne n'a osé aller jusque-là, recréer un forum romain ou une agora grecque. Sinon, on est quand même sur ce qui, dans le système de référence historique que nous partageons tous, est l'archétype, l'essence même de l'espace public, social de la ville. Donc on le met là. Alors ce qui est très intéressant, c'est que, je suis désolé, je porte pas attention aux choses importantes, je ne me souviens plus du nom des cabinets d'architectes qui ont fait ça, Tout ce que je mais sais, tout ce que c'est je que sais, ils ont été primés par une récompense internationale d'assez grand prestige, me semble-t-il, enfin peut-être pas dans le milieu architectural, mais dans le milieu de la recherche urbaine, qui est, ils ont été réalisation de l'année en 2006, hein, après l'inauguration, pour la charte internationale du New Urbanism. Je sais pas, bon, je rappelle en deux mots ce que c'est que le New Urbanism. C'est une façon de penser la ville qui aboutit à une charte qui est élaborée en 96 aux États-Unis et qui commence le texte de la charte ou conclut, je sais plus, enfin à un moment, il est dit on va promouvoir une conception plus humaine avec des villes moins ségrégées et plus compactes, accessibles par des lignes de transport collectifs et structurées par des centralités de quartier et des centralités de voisinage à différentes échelles. Donc on est complètement dans le new urbanisme, dans l'urbanisme réactif par rapport à l'urbanisme fonctionnaliste, etc. Et on va primer parce qu'il en reprend dans une ville nouvelle un certain nombre de critères, on va primer un espace qui est l'archétype même de l'éclatement du périurbain. C'est assez intéressant. Ça paraît paradoxal. Et c'est parce que je voulais commencer par le paradoxe, justement. Mais en fait, c'est pas tant de cela dont je vais parler, mais je voulais commencer par le paradoxe. Ça paraît évidemment paradoxal. Paradoxal de recréer de l'urbain dense ancien, ce que j'appellerais diachronique, c'est-à-dire de l'urbain dense qui mêle différentes époques. Hein. On se balade ici, partout c'est diachronique. Le regard porte sur, même s'il y a une homogénéisation haussmannienne dans les grandes artères, sinon le regard porte systématiquement sur du diachronique, c'est-à-dire du millefeuille d'époque. On le recrée de toutes pièces ex nihilo, en en un seul jet, dans un espace qui n'est pas central urbain, qui n'a pas d'historicité, mais c'est en même temps en référence à la valeur de l'historicité et du patrimoine et à la valeur de la sociabilité de l'espace public qu'on veut faire. Et c'est reconnu puisque c'est la charte qui défend à fond ce type de choses qui récompense ce projet. Alors, la question c'est, est-ce que c'est différent, ça, cette façon de créer du patrimoine, de la mémoire, de l'espace public de sociabilité? Est-ce que c'est différent de ce qu'on fait dans les centres-villes, avec du patrimoine qui existe? Là, on est à Shanghai. On est à Shanghai, dans un quartier qui s'appelle Xintiandi. Alors, Xintiandi, c'est un quartier qui est dans le centre de Shanghai, qui est situé dans l'ancienne concession française, qui était, comme tout Shanghai, en 1950 encore, un quartier de Lilong. Alors les Lilong, c'est
le type d'habitat qui s'est constitué à Shanghai entre 1860-70 et 1950, c'est-à-dire pendant toute la période de croissance économique spectaculaire de la ville, la première période de croissance économique spectaculaire de la ville. Et ces Lilong, c'était un habitat ouvrier, populaire en tout cas, on va dire. Euh, les concessions étaient faites de grandes artères, de grandes rues d'un urbanisme européen, dont la plus célèbre est la rue de Nankin qui descend sur le Bund. Et les habitants chinois des concessions, au début, il n'y avait pas d'habitants chinois, puis après, il y en a eu parce que c'était un bon moyen pour les concessionnaires européens de gagner beaucoup d'argent sur le foncier. Donc, ils ont autorisé des habitants chinois en 1880, je ne sais plus exactement. Et à ce moment-là, on a construit, enfin, il a été construit des logements pour ces habitants chinois qu'on appelle les Lilong. C'était des quartiers qui étaient clos, hein. Ils étaient entre les rues, la trame urbaine européenne, et ils étaient clos. On y entrait par une poterne, voire parfois même avec une porte qui fermait. On donnait sur une grande allée centrale, mais assez étroite en fait, hein, grande par rapport aux autres, mais beaucoup plus étroite que les rues de la ville européenne où on devait pouvoir passer en voiture, en carrosse, en carriole, etc., etc. Là, on y passait à pied. Et c'était en arête de poisson ensuite. Hein, tout le quartier était en arête de poisson, c'est-à-dire sur cette rue principale se greffaient des ruelles de desserte qui desservaient des maisons qui se succédaient, qui étaient construites autour de cours carrés, ça c'est le principe chinois, hein, construites autour de cours carrés, ceintes de murs, et puis on passait à la maison suivante, etc. Et c'était un habitat qui s'était fortement densifié petit à petit, c'est-à-dire que plus l'exode rural amenait des gens à Shanghai, plus on construisait de nouveaux Lilong, mais surtout plus on partageait les Lilong déjà existants. Voilà. Donc c'était un espace surpeuplé, construit essentiellement en briques, hein, on voit ici, et la période maoïste n'a pas changé grand-chose au Lilong. On a construit des espèces de grandes barres d'immeubles en périphérie, etc., etc. Mais c'est resté un habitat ouvrier. Et la forte croissance économique de Shanghai à partir de la fin des années 80 fait qu'on va construire à tour de bras des tours de bureaux, des tours de logements, des centres commerciaux, etc., etc. Donc on va commencer à raser les Lilong, mais à toute bringue. Et tout d'un coup, très vite, tout ça va très très vite en Chine. On, on commence à faire des projets urbains, on construit très très vite, on détruit très très vite, et très très vite, on en arrive à se dire, oh là là, il faut sauver, tant qu'il reste quelque chose. Ça a été un processus qui s'est fait en 10 ans. Hein, nous, ça nous a pris un siècle. Là, c'est un processus qui s'est fait en 10 ans. Détruit. Sauf qu'en 10 ans, il restait 10 ou 15% des Lilong, des surfaces de Lilong existantes à Shanghai. Et on a dit, oh là là, faut les sauver. Alors celle-là, en plus, ce quartier-là, il a été sauvé parce que il y avait la maison dedans où s'était tenue la première réunion du Parti communiste chinois. Donc, elle avait été préservée, etc. Donc, à un moment, on dit, oh là, les Lilong, en fait, c'est le patrimoine de Shanghai, c'est la vie, c'est l'âme même de Shanghai, il faut sauver, il faut sauver. Donc, on sauve, mais on sauve pour en faire quelque chose, c'est-à-dire un quartier ludo-commercial, dirons-nous, comme on le voit ici, et résidentiel aussi. Sauf que là, c'est pas des Lilong. Hein, je vous ai parlé de ruelles super étroites, arêtes de poissons, etc. Là, on a une belle petite place pavée, une rue piétonne pavée, large, hein, pour que les terrasses de bistrot puissent s'étaler. En fait, on a pris les Lilong, on les a déplacés. Hein. On a patrimonialisé d'une façon qui est différente de ce que nous concevons. Nous, il faut garder les pierres exactement comme elles étaient. On s'est demandé s'il fallait même pas laisser tomber les trucs en ruine parce que sinon on intervenait. On a considéré que Viollet-le-Duc était le pire crétin de la Terre, etc., etc. Les Chinois, les Japonais, d'ailleurs, pareil, de ce point de vue-là, ils considèrent que le matériau et les techniques utilisées pour ce matériau, c'est ça qui crée la valeur patrimoniale et le lieu. Donc, ils n'ont eu aucun problème. Ils ont déplacé les Lilong, ils ont gardé les volumes des bâtiments, mais ils les ont écartés, déplacés, ils en ont détruit quelques-uns pour faire un espace dans lequel on circule avec des espaces publics larges, spacieux, qui permettent la consommation. C'est aujourd'hui une immense zone de distraction et il y a un ou deux centres commerciaux qu'on ne voit pas ici, dedans. Et c'est le quartier le plus cher de Shanghai, par ailleurs. C'est le place to be.
Ça, c'est moins loin, hein. C'est la course Saint-Émilion. La course Saint-Émilion, c'est ce qui reste des entrepôts de Bercy. Donc, quand on a commencé la ZAC de Bercy, détruit pas mal de ces entrepôts, on a décidé d'en conserver un certain nombre, comme témoignage, hein, sont des entrepôts qui ont été construits par Viollet-le-Duc à partir de 1865 ou 9, je ne sais plus. Et parce qu'il n'a pas fait que imiter Carcassonne, il a aussi construit des trucs de son époque. Et on a conservé cette cour, hein, qui est une allée, qui desservait des entrepôts qui sont ici. En 1972, c'était une rue de Paris, hein. Tous les 25 ans est publié, vous devez sans doute connaître ça mieux que moi, un inventaire des rues de Paris, officiel des voies publiques. C'était une voie publique. Dans l'inventaire de 97, il n'apparaît pas. Il n'y a plus de course Saint-Émilion. En fait, c'est devenu un espace privé. La cour Saint-Émilion et tout ce qu'il aborde est la propriété d'une société qui s'appelle, je crois, Altarea, qui est un des grands spécialistes français de la construction de centres commerciaux. Donc, c'est plus une rue, c'est un centre commercial à ciel ouvert, hein, géré par une société spécialiste du centre commercial. Quand on entre, on n'a pas l'impression, ça se voit pas. Mais si on fait un peu attention, quand on entre par des voûtes qui passent sous les entrepôts. On a des petits trucs écrits qui vous expliquent que vous entrez, faites très discret, et on a un règlement intérieur. Donc on est dans un espace public, dans la quintessence, encore une fois, d'un espace public, une petite rue piétonne, pleine de bistrots, tout le monde va y boire un coup, il y a le cinéma qui est au bout, enfin c'est, voilà, culturel, ludique, public, commercial et tout. C'est, oui, mais c'est un centre commercial. Est-ce que c'est très différent finalement de Val d'Europe? Oui, parce que les bâtiments ont été construits par Viollet-le-Duc en 1869, et qu'on est en plein cœur de Paris, mais sinon, ça trouble un peu les frontières et les limites. Là, on est à Lisbonne. On est sur les docas de Alcantara. Les docas de Alcantara, ce sont d'anciens docks qui sont à l'ouest du centre de Lisbonne, dans l'estuaire, en direction de Belém. Et sur ces docas, donc, on a eu une grande opération 2000-2006, je crois, de réhabilitation. Donc, on a réhabilité ces docks du 19e en briques, que vous voyez là. Hop. On a construit un espace public, promenade, ici, puis de l'autre côté aussi ici, en bord d'estuaire, et on a attiré des dizaines, des centaines, enfin des centaines, je sais pas, mais des dizaines, enfin plus de 100 bars, clubs, restaurants, etc. C'est devenu un des endroits où sortir à Lisbonne. Là, on est aussi en centre-ville, ou pas loin du centre-ville. On est sur voilà. Là, l'espace public est public, il est géré par la mairie de Lisbonne, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on est également dans un espace à vocation essentiellement marchande, et avec un aménagement essentiellement marchand, qui s'appuie cependant sur des valeurs sociales et politiques que sont le patrimoine et les espaces publics. Tout ça pour dire que je trouve que le mouvement spontané, qui est le mien aussi, de mépris sur le petit Paris ou sur Val d'Europe, et les frontières sont ténues entre la recréation et l'aménagement quand les acteurs sont les mêmes et les fins, les objectifs sont les mêmes. Ce que tout cela montre, oui, alors enfin, c'est un peu toujours la même chose. Donc les deux photos d'après, c'est juste assez marrant. Voilà, on avait une rue commerçante, un parc avec un plan d'eau, des immeubles difficiles à dire, hein, côte est des États-Unis, Europe centrale. Bah, le jaune là, ça me fait penser un peu à l'Europe centrale, mais bon, enfin c'est un peu ce que vous voulez.
La photo n'est pas assez claire pour qu'on soit, mais je suis pas sûr que ce soit une imitation précise. Et on est dans une rue marchande d'une ville européenne, ou du centre de Manhattan, ou ce que vous voulez. En fait, on est là, hein. Voilà. On est là. Là, on est dans le comté de Los Angeles. Ça s'appelle Glendale. On est là, hein. La rue, elle est là. Ici aussi. Voilà. Le petit parc, le plan d'eau. Là, c'est les parkings, quand on arrive. Et là, c'est d'autres parkings. Et là, c'est l'autoroute qui permet d'arriver. C'est le nouveau style des centres commerciaux américains. C'est plus des malls fermés, gigantesques. C'est des lifestyle centers. Ah, on est dans un lifestyle center. Voilà. Et Val d'Europe, c'est le plus grand des lifestyle centers. Et il est en Europe. Et il est en référence, pour une part, à la ville proche. Mais si vous voulez, c'est en fait très simple parce que vous avez des séjours touristiques qui font Euro Disney sans Paris. Hein. Euro Disney, pas Paris, hein, Euro Disney sans Paris. Quand vous avez un séjour touristique Euro Disney sans Paris, vous avez une visite de Val d'Europe. Donc vous avez vu, vous pouvez même faire des selfies, hein, devant un immeuble haussmannien. Voilà, il n'y a aucun souci. Tous les selfies passent avec la définition d'un selfie. Vous pouvez dire que j'étais à Paris, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même faire un selfie. Du coup, vous faites des gros économies, parce que si vous faites un selfie devant la place Toscane, là, c'est tout bénef. Alors, bon, c'est marrant, surtout quand on voit les photos comme ça. Moi, je trouve ça toujours très très marrant, comme la photo de Val d'Europe, hein, avec les parkings autour des autoroutes et tout ça. Mais en fait, c'est la même chose. Finalement, ça provient d'une même chose qui est très forte aujourd'hui dans l'aménagement des espaces urbains centraux, qui est la valorisation du patrimoine et la valorisation des espaces publics. Alors, ces notions-là, elles sont pas éternelles. Les notions sont jamais éternelles, elles naissent et elles meurent. Alors, quand est-ce que la notion de patrimoine et la notion d'espace public sont nées à peu près en même temps? À peu près en même temps sont nées, je veux dire, dans la production des spécialistes de sciences sociales en recherche urbaine, puis, et en même temps, dans la production des programmes d'aménagement urbain promus par les pouvoirs publics. Puis, in fine, dans la production commerciale d'espaces urbains ex nihilo. Comment est-ce que ces notions, à quel moment est-ce que ces notions apparaissent? La notion de patrimoine, elle remplace la notion de monument progressivement dans les années 60-70. Ce qu'on protège dans les pays européens, puis après dans d'autres pays, etc., jusque-là, ce sont des monuments. Hein, inscription à l'inventaire des monuments historiques. Voilà. Petit à petit, on va définir des aires autour des monuments, etc., mais on protège des monuments. Quand on fait du marais un périmètre de sauvegarde et de mise en valeur, ce qu'on protège, c'est 70 hectares urbains. Hein, dedans, il y a des hôtels particuliers qui sont peut-être classés pour certains monuments historiques, tout ce que vous voulez, mais il y a du bâti vernaculaire, hein, de l'architecture ordinaire, ancienne certes, mais ordinaire, d'une qualité tout à fait variable. Hein. Seulement, il y a une unité, on voit les choses différemment, il y a une unité de l'urbain et on le protège. Donc on définit du patrimoine et plus des monuments. Ça va s'étendre beaucoup. Hein, c'est le début. Ça va s'étendre parce qu'après, on va entrer dans le patrimoine des choses plus récentes, de plus en plus récentes. Hein, jusqu'aux années 60, le 19e, c'était limite. Puis après, le 20e, etc., etc. On va rentrer des choses moins nobles. Jusque-là, le patrimoine, c'est noble. Une belle église, un hôtel particulier, un palais, voilà, de l'architecture noble. Le patrimoine, c'est de l'architecture éventuellement beaucoup moins noble, éventuellement vernaculaire, où aucun architecte, j'en suis désolé pour vous, n'est intervenu. Hein. C'est du patrimoine. Donc, il y a une extension
considérable. Le mot de patrimoine par rapport au mot de monument, il emmène à une extension considérable dans l'espace de ce qui est patrimoine. À la fois parce que on ne protège plus un monument, pardon, mais des dizaines d'hectares autour, voire des dizaines de kilomètres carrés. D'accord. On protège plus seulement des châteaux médiévaux ou des églises baroques, mais des ateliers d'imprimerie du 19e, éventuellement. D'accord. Voilà. Il y a une extension considérable du domaine du patrimoine, on appelle ça comme ça, ou ce qu'on peut appeler, je pense à certains auteurs, une inflation patrimoniale, ils ne sont pas pour cela, ou une démocratisation du patrimoine, ceux-là ils sont plutôt pour, etc., etc. Bon. Pourquoi? Parce que on considère que la mémoire et la juxtaposition des mémoires est indispensable à ce que l'urbain prenne du sens et donne du sens. Voilà la réalité de ce qu'il y a derrière. La notion d'espace public, elle apparaît pour la première fois en France dans un texte de chercheurs en sciences sociales, en recherche urbaine, en 1972. Première occurrence. Il y a une data, il y a des gens qui font des tas de choses passionnantes, et des gens qui ont fait une data qui recense l'occurrence des termes dans l'ensemble de la publication scientifique. Et avec cette data, on a pu voir que, en faisant travailler ce data system, on a pu voir que le terme apparaît pour la première fois en 72, qui occure plusieurs fois en 73, qu'il occure un nombre de fois croissant chaque année entre 73 et 2000, et que depuis 2000, on le retrouve à un niveau à peu près stationnaire, le même nombre de textes qui sont consacrés aux espaces publics tous les ans. À la fin des années 80, la France organise un gros travail de réflexion sur un programme de renouvellement urbain. On y convie des urbanistes, des architectes, des sociologues, des géographes, etc., etc. Et on réfléchit. Et le thème essentiel, ça va inspirer à peu près toutes les stratégies depuis. Le thème essentiel, ce sont les espaces publics. Hein, c'est le plan de, je sais pas vérifié le nom, excusez-moi, plan de programmation du renouvellement urbain, quelque chose comme ça. Le thème essentiel, ce sont les espaces publics. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout projet d'urbanisme doit donner une proposition concernant les espaces publics. Soit qu'on crée de l'urbain dans la ZAC Bercy, etc., soit qu'on réaménage de l'urbain ancien. Il y a forcément, et vous avez des collègues qui travaillent aujourd'hui essentiellement sur l'aménagement des espaces publics, et pas sur des bâtiments. Voilà. Donc ce sont ces deux éléments-là qui a l'aménagement d'espace public, c'est le mobilier, c'est les traitements de surface, c'est la répartition des circulations, etc., etc. Ces deux éléments-là apparaissent comme des éléments très importants de l'aménagement urbain à la fin de... Pourquoi? En fait, ces deux réactions, c'est pour ça aussi que je les rapproche, ces deux réactions au modernisme, à, à l'urbanisme dit moderniste ou à l'urbanisme dit fonctionnaliste. D'accord? C'est-à-dire une réaction à des destructions urbaines qui apparaissent comme trop rapides et injustifiées, les Halles, la Pardieu, etc., etc. Hein, Italie, Mériadec, je reste en France. Et c'est une réaction, moins en France, mais dans d'autres pays du monde, à la déperdition complète des centres, à la désaffection complète des centres, au départ systématique des populations, en particulier des populations de classe moyenne, et aux États-Unis en particulier ce qu'on a appelé le white flight, c'est-à-dire le départ des blancs. C'est en réaction à, disons, à la remise en cause de la rue comme élément structurant de l'urbain, remise en cause de la rue, allez, faire simple, vous savez que c'est mieux l'histoire de l'architecture que moi, Charte d'Athènes et tutti quanti. Et c'est en réaction, alors c'est en réaction à trois niveaux, c'est en réaction au niveau de lutte urbaine, ça commence
avec, par exemple, des protestations à Belleville contre les rénovations de Belleville dans les années 80, protestations qui se font parce que on vire les pauvres, mais aussi parce qu'on détruit le bâti pour créer des immeubles d'habitation de 7 ou 10 étages contemporains. D'accord. C'est la même chose, pas c'est la même chose, c'est un peu rapide, c'est la même chose à Kreuzberg, à Berlin, etc. etc. Hein. C'est toute une série de luttes urbaines pour la défense de la mixité, pour la défense du bâti ancien, contre les grands projets de rénovation bulldozer caractéristiques des années 60-70, d'accord, et du XXe siècle, et contre aussi le, disons oui, l'étalement urbain, l'usage exclusif de l'automobile, l'adaptation de la ville à l'automobile, etc., etc., etc. Donc ça apparaît à ce moment-là parce que ça apparaît de manière réactive. Ça apparaît de manière réactive, ça apparaît aux États-Unis encore plus, peut-être, plus tôt et encore plus qu'en Europe, peut-être parce que l'évolution urbaine est plus précoce et plus rapide. Hein. Et ça va être cimenté, si je puis dire, par un livre qui est écrit par une philosophe de formation, une historienne, qui s'appelle Jane Jacobs, et qui a écrit un ouvrage de 60 et quelques, qui s'appelle, je sais pas comment il a été traduit, Life and Death of Great American Cities. Je crois qu'il a été traduit, pas La vie et la mort, mais la grandeur et la décadence, ou je sais pas quoi, enfin, quelque chose comme ça. Où elle explique que le, le, l'écosystème, l'environnement qui produit le plus de capacité d'adaptation économique et de richesse, qui produit le plus d'innovation sociale et de capacité d'innovation sociale, et qui produit le plus de phénomènes d'empathie et de solidarité, c'est l'urbain dense diachronique. C'est elle qui définit le premier ces notions. Voilà. Elle valorise, à une époque où les centres américains se vident, se paupérisent et deviennent marqués par l'insécurité, elle valorise l'urbain dense, etc., etc. Elle est à contresens de ce qui se passe réellement aux États-Unis, mais elle va inspirer. Il y a une filiation explicite et directe du New Urbanism par rapport à Jane Jacobs. Et la même chose, sous des formes un peu différentes, va se retrouver en Europe, en France, etc. Aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que ces valeurs, finalement, avant tout, sociales et politiques, pensées et promues comme sociales et politiques. L'espace public, c'est le lieu de l'interaction, de la mixité, de la confrontation avec l'altérité, c'est le lieu où on fait société, et c'est le lieu du civisme, en tout cas de la civilité, ou de l'incivilité. Il y a toute une réflexion philosophique pour justifier le fait qu'on ne peut pas avoir un urbain qui fasse société si on n'a pas d'espace public où se croisent les populations. Donc c'est une valeur sociale qui est promue, et politique. Le patrimoine, c'est une valeur sociale et politique aussi. La mémoire, l'ancrage, etc. Indispensable. La transmission aux générations. Hein, on est sur des valeurs qui sont pensées comme sociales et politiques. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, aujourd'hui, ce sont les outils les plus efficaces du renouvellement urbain. C'est-à-dire que ce qui est, il y a là aussi un paradoxe, c'est que ce qui est conçu et imaginé, promu comme valeur sociale et politique, est en fait un outil économique extrêmement puissant, un levier économique extrêmement puissant pour le renouvellement urbain. Quelques exemples. Là, c'est Liverpool. Albert Dock, enfin c'est une toute petite partie de Albert Dock. Mais derrière, il y a les bâtiments de la Cunard Line, de Port of Liverpool Authority, etc., du début du XXe siècle. Liverpool, à la fin des années 70, au début des années 80, c'est la misère, un centre-ville à peu près vide, des quartiers proches du centre qui sont des ghettos, un port qui a fermé, ou en tout cas qui s'est déplacé vers l'aval de la Mersey, c'est-à-dire que tous les docks du 19e, ils servent plus à rien, ils sont désaffectés. Certains sont détruits pour faire des parkings, d'ailleurs.
Et au tout début des années 80, on lance un grand projet de renouvellement urbain avec un outil tout à fait nouveau à ce moment-là, qui est créé par Madame Thatcher, qui est ce que les Anglais appellent des Urban Development Company. Et on va donc créer, c'est la première, il y en a deux qui sont créés en même temps, la London Docklands Development Company et la Merseyside Development Company. Ces development companies sont ce qu'on appellerait nous des sociétés mixtes, c'est pas exactement pareil en fait, hein. Mais enfin bon, voilà, des lieux où se croisent des capitaux publics et des capitaux privés, dont la vocation est essentiellement d'attirer les capitaux privés sur des opérations de renouvellement urbain, hein. L'intervention du capital public est dans l'Angleterre de Mme Thatcher limitée au maximum. Bon. Le projet de la Merseyside Development Company, c'est on rase tout, toutes ces mochetés là, hop, on fait des marinas, des tours de bureau, et on fait un waterfront. Bien sûr, on fait sûrement un aquarium, un cirque, un machin, enfin un peu de ludique. Voilà. On fait Baltimore, quoi. Voilà. Le modèle du waterfront. Ok, on y va, on commence, etc. Et puis, petit grain de sable, il y a plusieurs associations assez puissantes, lobbyistes, efficaces, qui disent ah non, 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 Albert Dock, on va le classer, ça va être classé, etc. Albert Dock est classé. Pof. Ah, ça s'arrête. On réfléchit, on dit on va utiliser Albert Dock dans ce projet, etc. Et tout d'un coup, tout le monde, on est à la fin des années 80, au début des années 90, tout le monde évolue. Et tout le monde se dit, y compris les gens de la Development Company, qui ne sont pas du tout des gens qui ont qui sont là pour faire de la philosophie des espaces publics ou de la philosophie de la mémoire, hein. Ils sont là pour que les capitaux affluent et que ces capitaux aient évidemment une rentabilité. Et dans cette perspective-là, ils se disent, mais en fait, c'est génial. On va utiliser les anciens docks, on va les réhabiliter, etc., etc. Ça bascule comme ça bascule dans beaucoup de projets en même temps, au même moment, dans pas mal d'endroits. Ça bascule, ils perçoivent que finalement, là-dedans, il y a de quoi avoir une rentabilité meilleure qu'avec des tours de bureau ou des marinas ex nihilo. Il y en a à Liverpool, hein, mais au nord, dans la partie qui n'est pas gérée par la Merseyside Development Company, mais par le port, par l'entreprise portuaire. Et on va lancer une grande opération de réhabilitation, non seulement de l'Albert Dock, mais de toute une série de grands docks sur 3 km de front de mer, et en faire la base du renouvellement urbain. Et on va aller plus loin, on va se dire, eh ben, puisqu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on ne postulerait pas pour être candidat à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Bingo, 2005, Liverpool, le port de Liverpool, le périmètre portuaire, liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, film hystérique que j'ai pu voir, vidéo hystérique du maire de Liverpool de l'époque avec le papier, etc., qui hurle Liverpool is back to the world, etc., etc. C'est la renaissance de la grande cité, et ainsi de suite, etc. Pas faux d'ailleurs, hein, pas faux du tout. Il y a des dizaines de milliers de personnes à revenus confortables qui sont revenus se réinstaller dans le centre de Liverpool. Les loyers et le prix du foncier a monté, les investisseurs sont rentrés très largement dans leurs fonds, etc., etc. Appuyé sur un secteur patrimonialisé. Alors, pas de manière complètement figée, hein. Vous voyez qu'on a construit des arcades, une promenade sous arcade qui n'existait pas, avec des colonnes métalliques, ici. Hein, on a un peu, mais c'est passé, l'UNESCO a trouvé que ça passait, l'administration britannique des monuments aussi. Et du coup, on a utilisé le patrimoine un peu partout. Là, on n'est pas dans le secteur UNESCO, donc on peut faire ce qu'on veut, hein. Mais vous voyez qu'on a refait un espace public, alors super chic, moderne, très moderne, mobilier urbain, surtout que c'est une photo qui a 8 ans, hein, donc c'est un groupe d'architectes, d'aménageurs de Liverpool, qui s'appelle Urban Splash, qui a beaucoup travaillé là, qui était underground avant, qui sont devenus presque des officiels de la municipalité après. Et alors, ils utilisent des entrepôts, vous voyez là, c'est le même entrepôt, hein, 4 étages, la brique, c'est la même chose que le Royal Albert Dock, sauf que c'est un petit entrepôt dans une rue. Voilà.
ils utilisent, ils gardent, et autour, il y a des panneaux de couleurs vives, il y a du mobilier urbain. On transforme complètement la ville, on crée des places qui n'existaient pas, etc. Donc, euh, le patrimoine, hein, parfois les architectes ont tendance à penser que la sauvegarde du patrimoine, c'est de la muséification, et que c'est plutôt un frein au renouvellement urbain. C'est pas faux. Je veux dire, si vous êtes en charge de la construction du métro de Naples, c'est juste pas possible. Chaque fois que vous creusez une station, vous en avez pour 5 ans pour créer le musée qui va avec la station, parce que il y a le port grec, puis à côté un temple romain, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand Séville, Séville à la fin du 20e, c'est une ville qui essaye de se développer. C'est la capitale de la province la plus pauvre de l'Espagne, etc. Et il y a eu l'exposition universelle de 92, il y a eu un élan, la ville essaie d'en profiter. Et donc, en 2005-2006, il y a un projet de construction d'une tour de bureau. Une tour de bureau à Séville. Une tour de bureau dans une ville européenne de 700 000 habitants, ça, ma foi, ça n'a rien d'extravagant. Ça arrive, quoi. Voilà. Et la tour de bureau, elle n'est pas du tout dans le patrimoine, parce qu'il y a bien sûr à Séville toute une partie qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle n'est pas du tout dans le secteur. Elle est à 1,7 km, exactement des limites de la zone tampon. Ça a pris 7 ans pour avoir l'autorisation de la construire, parce qu'elle était plus haute que le minaret de la Giralda. Euh, et donc que ça avait bousculé entièrement l'espace visuel de Séville, etc. Finalement, la municipalité a eu gain de cause, la Caixas Gerais de Depositos, la banque aussi, et ils ont construit leur truc orange, moche, peu importe, qui est plus haut que la Giralda. Bon. Donc il y a cette tension, muséification. Mais c'est pas l'essentiel. Le patrimoine, c'est plus un outil de renouvellement urbain. On l'a vu à Liverpool, je pourrais vous raconter, mais j'ai l'impression que non, je raconterai rien sur Gênes, mais enfin c'est pareil, ou rien sur Valparaiso, c'est pareil. Les espaces publics aussi, et d'ailleurs ils ont partie lié avec la patrimonialisation. À Paris, où est-ce qu'on a commencé à faire des jolis espaces publics avec des revêtements en granit, des machins, rue Montorgueil, en face du centre Pompidou, etc., dans un processus de reconquête du quartier idéal, de reconquête qui veut dire, mais ça je vais y venir, gentrification, etc., du quartier idéal. Donc les espaces publics, c'est la même chose. Ils sont nécessaires à une image urbaine. Alors, le patrimoine et les espaces publics, revendications sociales et politiques, sont devenus des outils du renouvellement urbain. Par qui? Pour qui? Ça, c'est un plan du Marais. Deux plans du Marais. C'est l'état du Marais en 1965, quand il devient périmètre de sauvegarde et de mise en valeur, et c'est le plan de 1969 qui va guider les premières étapes de sa réhabilitation. Euh, la dédensification est l'objectif. Vous voyez, vous savez mieux que moi lire des plans. La tendance fondamentale, c'est nettoyer, hein, cureter. L'expression a été utilisée, le marais. Cureter le marais de quoi? Cureter le marais des ateliers, évidemment, construits dans les cours, des ateliers, des fourreurs, tailleurs, etc., ashkénazes installés là depuis un certain temps, début du siècle. Pour restituer le bâti d'origine, on n'est pas très loin du plan de Turgot. Là. Le plan de Turgot, c'est le plan de mise en place du marais. On n'est pas tout à fait revenu au plan de Turgot, on n'y est pas. Mais, résultat, 69, 80, 10 ans, le marais perd 40% de sa population. On n'est pas dans les mêmes problématiques qu'à Liverpool, à Gênes, Valparaiso. Il ne s'agit pas de réhabiliter un centre qui s'est vidé. Il s'agit ici de réhabiliter un quartier patrimonial et pour ça de le vider, justement. euh, pour qui? On vient de le voir. Enfin, plutôt, pour qui pas, plutôt. Euh, pourquoi?
Ouais, ici, ça c'est un genre côté ouest chilien. Côté sud, côté ouest, je sais pas ce que vous voulez. Chilien, un machin de déco super branché. Et il fait un numéro spécial sur Valparaiso. Valparaiso, c'est une ville portuaire ouvrière en ruine complète dans les années 90, qui perdait ses habitants et qui va lancer un truc d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'elle va obtenir sur le quartier victorien qu'on voit ici, de protection de son site et de ses miradors avec ses funiculaires qui montent à ses miradors, etc. Tout ça va être classé, réaménagé et tout. 10 ans plus tard, Valparaiso fait le titre de tous les journaux de déco au Chili. Tous les bourgeois de Santiago du Chili ont une maison à Valparaiso, etc., etc. Et il y a d'autre part un front de mer avec plein de trucs, des musées, des machins, tout ce que vous voulez. En fait, le, le patrimoine, comme la qualité des espaces publics, sont les outils essentiels du marketing urbain. On est dans une économie où les villes doivent se vendre, faire oui, du marketing urbain. Et elles ont deux outils essentiels pour ça. C'est la valorisation du patrimoine et la qualité de leurs espaces publics. Donc, c'est devenu central. Donc on a un paradoxe, on peut l'analyser de deux façons. Je prendrais deux auteurs américains. L'un, il s'appelle David Harvey, c'est un des représentants les plus connus de ce que les Américains appellent de la géographie critique. Ce sont des géographes marxistes. Le marxisme est revenu dans les sciences sociales en France par les États-Unis. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Et donc, ce sont des géographes marxistes, encore une fois, et Hervé a élaboré une théorie tout à fait pertinente, qui est celle de la ville-entreprise. Une ville est une entreprise. Dans le capitalisme d'aujourd'hui, qui n'est plus celui d'avant, la ville est une entreprise. Le capital n'est plus attiré par des ressources, il ne se localise plus en fonction de caractéristiques de ressources naturelles ou même de ressources en accessibilité en main-d'œuvre, même si ça peut jouer. Il se localise beaucoup autour de la capacité que les villes ont à générer de la rente foncière, du profit foncier et de la consommation. À partir de cette théorie, le patrimoine comme la qualité des espaces publics sont là pour que les villes soient efficaces en tant qu'entreprise, générant de la plus-value foncière et de la consommation. Autre lecture, celle donc dans la suite de Jane Jacobs de Richard Florida, qui est un autre auteur américain, qui reprend la pensée de Jacobs en disant oui, la ville dense et diachronique est l'endroit le plus efficace économiquement. Il est l'endroit le plus efficace parce que s'y concentrent systématiquement les populations dites créatives, mais il est aussi le plus efficace socialement. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Reset, hein, exactement comme le terme informatique, reprogrammer, hein, réinitialiser plutôt, et en expliquant comment réinitialiser nos modèles de vivre ensemble, de société, etc. Et il le rattache à un seul type d'espace où ce reset est possible, c'est l'urbain dense et diachronique, cher à Jane Jacobs. Deux lectures qui sont évidemment opposées, très clairement, mais qui ne sont pas forcément excluantes l'une de l'autre. On peut très bien imaginer effectivement que le patrimoine, les espaces publics sont les meilleurs outils d'efficacité de la ville entreprise, mais on peut aussi penser que cette efficacité économique n'est pas forcément antagoniste avec une efficacité sociale, comme le pense Florida. Dernière chose à ce propos que je voudrais indiquer, qui est la situation de la mixité sociale dans les espaces français. La mixité sociale mesurée par une carte qui a été faite pour l'Île-de-France seulement, malheureusement, mais qui est déjà intéressante, de mesures très précises de la mixité sociale au niveau des iris. Les iris, ce sont des unités de base statistiques de l'INSEE qui correspondent
à quelque chose qui va dans l'urbain de 1800 à 3500 habitants. Hein. C'est tout petit. C'est des carrés tout petits. Pour chaque iris, on a fait un calcul de l'indice d'écartement des revenus. C'est une formule assez compliquée, à partir du rapport entre le décile le plus riche et le décile le plus pauvre. Plus l'indice est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des riches et des pauvres. Plus il est bas, plus ça veut dire que finalement les revenus des 10% les plus riches de l'iris sont proches des revenus des 10% les plus pauvres. Plus il y a d'homogénéité sociale. Sur la carte, on voit apparaître Paris, clairement. Hein. L'Est parisien surtout. Mais assez largement Paris quand même. Avec, dans chaque iris, des pauvres et des riches. Un indice élevé. Autour, un peu d'indice moyen en proche banlieue, et plus on s'éloigne. Hein, c'est une carte où les indices forts sont en noir et les indices faibles en blanc. Plus on s'éloigne, moins il y a de dissimilarités sociales. Ça veut dire que plus on s'éloigne, plus dans un rayon de 3000 habitants, vous avez de fortes chances de trouver des gens qui sont tous de classe moyenne, tous défavorisés ou tous favorisés. Donc ça va quand même, en tout cas de mon point de vue, c'est ma conclusion, avec cette valorisation de l'urbanance, en dépit du fait de ne pas être dupe sur ce qui est, sur à quoi sert le patrimoine et les espaces publics. C'est quand même dans les espaces urbains, denses, diachroniques, etc., qu'on fait davantage société, même si ça sert aussi à vendre beaucoup de décoration ou d'autres choses.